Bon, je reviens, ça donne envie d'être jeune, hein. Alors, j'enchaîne les 15 dernières minutes pour... alors, on change de paradigme, hein, ça y est, tout le monde est d'accord. Je reviens sur quand même le champ du transport, hein, puisque je reste un peu dans mon domaine. Ce sera plus intéressant d'ailleurs de voir qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas, qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui peut inspirer d'un domaine à l'autre. Alors, si on est en train de changer de modèle, d'imaginaire, de modèle économique, etc., première partie, on a vu d'ailleurs de 36 façons, changement dans les attitudes, les comportements. Et puis, deuxièmement, changement dans l'innovation elle-même. Alors là, je me focalise sur le champ du transport pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons non seulement des nouveaux services, des nouveaux outils, des nouveaux instruments, mais s'il y a vraiment un changement paradigmatique au sens fort, c'est que ce n'est pas seulement les outils qui changent, c'est la manière d'innover qui est en train de changer. C'est l'innovation elle-même, il y a une nouvelle innovation, hein, si je n'avais pas peur de la redondance terminologique. Alors, nouvelle innovation, parce qu'on va avoir un changement dans les buts de l'innovation, un changement dans les champs d'innovation et un changement dans les procédés d'innovation. J'aborde ça assez rapidement. Donc, en termes de buts d'innovation, dans le transport, les choses sont assez claires désormais. Ce qu'on appelle dans le jargon des professionnels la multimodalité est en train de devenir non seulement une réalité, mais un espèce de principe. J'en fais moi-même un principe de nature écologique. La diversité modale est désormais une qualité urbaine. Et ça, c'est un changement assez profond, parce qu'on a longtemps couru après le meilleur des modes, si je peux dire. Hein. Ça a été la killer application, comme ça s'est dit dans le domaine informatique. On a cherché l'idéal, l'optimum, le meilleur. Ça a été l'automobile, au fond. Hein. Pendant un demi-siècle, l'automobile, ça a été le rêve, ça servait à tout. Alors, désormais, on veut une variété modale, une bonne ville. C'est une ville où on aura non pas 4 ou 5 ou 6 modes de transport, mais 30 ou 40 modes de transport. Vous voyez ? Il faut désormais s'habituer à cette extrême variété modale qui s'accompagnera d'ailleurs d'une diversité dans la nature même de ces modes. On aura du rapide et du lent, donc ce n'est pas l'opposition. Hein. Moi, je ne suis pas pour l'éloge de la lenteur, comme on dit quelquefois. Oui, éloge de la lenteur et de la vitesse. Ce n'est pas un problème. On aura le lent et le rapide, l'individuel et le collectif, on aura tout ça à la fois. Le virtuel et le pas virtuel, et les mélanges de tout ça. On est rentré dans cette civilisation de la mobilité où les instruments sont variés et mélangés. Deuxième aspect de ce changement dans la manière d'innover, l'objet d'innovation ou le champ d'innovation. Pendant très longtemps, innover dans les transports, ça voulait dire trouver la locomotive merveilleuse, la voiture merveilleuse, la Ferrari, le TGV, etc. Hein. C'est-à-dire le centre de gravité, c'était la puissance de transport. Vite, beaucoup, loin. Eh bien, de plus en plus, l'objet d'innovation, le focus de l'innovation se déplace, tout ça va rester évidemment. De plus en plus, ce sera ces espèces de périphériques de la puissance que seront l'intelligence du système de transport, le service et la partie immobile. Je les aborde très brièvement parce que vous connaissez ça très bien, mais bon, l'intelligence, on est dans... Voilà, c'est ça. La mobilité de demain, c'est la e-mobilité, si vous voulez, c'est un peu comme le e-tourisme. Je vais simplement dire un tout petit mot, il y a beaucoup de choses, il y a du 2.0 en pagaille, il y a du clever mobilité, il y a du smart mobilité, bon, en toutes sortes. Je vais prendre un exemple qui n'est pas le plus original du tout, mais qui est intéressant pour voir le changement conceptuel. Lorsqu'on fait du covoiturage, le covoiturage, ça a été dit d'ailleurs hier aussi, est en train d'émerger. D'ailleurs, c'est curieux, c'est pas du tout nouveau le covoiturage. Et pourtant, en France, pendant longtemps on a dit c'est pas français. Alors pourquoi le covoiturage est intéressant sur le plan conceptuel? Parce qu'il montre bien un changement conceptuel radical dans ce que c'est que l'information. L'information transport, l'information voyageur, qui joue un rôle essentiel dans le transport. Depuis qu'il y a des trains, il y a des horaires de train. Presque en même temps. Eh bien, la notion même d'information dans le transport est en train de passer du concept de data, on pourrait dire, ou de mode d'emploi, à un autre concept qui est celui du software, tout simplement. L'information transport, ça veut dire encore, dites-moi où est mon bus et à quelle heure il passe. Vous pouvez le faire avec des technologies nouvelles, vous pouvez le faire en temps réel, etc. Mais l'information classique, le paradigme classique de l'information, c'est de la signalétique spatio-temporelle. Où est mon train? À quelle heure? Où est mon avion? À quelle heure? On est en train de passer à autre chose qui est le covoiturage. Exemple du covoiturage, c'est-à-dire du software sans changer le hardware. Vraiment, la métaphore informatique est parfaite. Le covoiturage, le hardware, ce qu'on appelle le matériel roulant dans le métier des transporteurs, c'est le même, c'est les automobiles. L'infrastructure, comme on dit, c'est la route, elle n'a pas changé.
On ne change pas le hardware, on change le software. On a complètement changé. Le covoiturage, c'est pas l'automobile, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est tout simple, hein, mais vous voyez comment la notion d'information est en train de complètement se transformer. Et en tout cas, le numérique, au sens large du terme, est en train de transformer en profondeur la mobilité. Et en effet, les acteurs de la mobilité numérique deviendront plus importants que les acteurs de la mobilité physique. Il y a une variété énorme, hein, de ce qui intervient comme système d'intelligence dans la mobilité. Deuxième aspect de ce changement de paradigme, qui est, vous voyez, je fais le tour autour de la puissance. Hein. Je ne parle pas de véhicule, je ne parle pas de moteur, je ne parle pas de capacité, je parle de tout le reste. Deuxième aspect, le service. Alors, la notion de service, évidemment, elle est très importante dans les transports, qui est en tant que telle une activité de service. Hein. Mais chez les transporteurs, quand vous dites service, vous voulez dire en gros faire rouler des trains propres et à l'heure et avec un personnel correct et accueillant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En gros, hein. Vous assurez la sécurité, la fiabilité, et vous faites un bon service. Eh bien, cette notion de service, évidemment, ne suffit pas. Évidemment qu'elle est nécessaire, elle ne suffit pas. La notion de service est en train de se transformer précisément avec le paradigme de la mobilité. Parce que si la mobilité, ça veut dire non pas le transport, c'est-à-dire les instruments, mais la personne mobile, le paradigme de la mobilité, c'est la compétence des personnes à se déplacer, à faire ce qu'il, et pas seulement à se déplacer, à mener une vie mobile. Donc du coup, le service à la mobilité, qui n'est pas le service du transport, c'est de donner aux individus la capacité de mener une vie mobile, aisée, fluide, enrichissante, intéressante. On peut appeler ça l'empowerment, si on veut utiliser les jargons américains, anglo-américains, de la personne mobile. Et c'est très concret. Ça veut dire, par exemple, faire de la pédagogie. Ce qu'on a fait expérimenter à la RATP, avec beaucoup de succès d'ailleurs, c'est de faire ce qu'on appelait des ateliers mobilité, tout simplement pour des personnes qui sont analphabètes ou qui ont des difficultés culturelles et sociales, qui ne savent tout simplement pas lire un plan. Ou pas appuyer sur les boutons d'un automate. C'est extrêmement simple. Et si on a fait l'expérience de prendre des gens pendant 3 heures, et en 3 heures, on apprend à des gens, même analphabètes, à utiliser un plan et à peu près à se débrouiller avec un automate. C'est fondamental. C'est le B à bas. Eh bien, ce genre d'activité de pédagogie de la mobilité devient l'élément clé du service. En vérité, là encore, je vais moi aussi saluer Steve Jobs quand même, ce qu'il faut. Mais, et puis, ça vaut la peine. Il a quand même inventé le user-friendly. C'était ça quand même, Apple. C'est-à-dire le mode d'emploi incorporé dans la machine, ce qu'on apprend en le faisant. C'est ça la pédagogie. Il va y avoir de la pédagogie inscrite dans les outils. Donc vous voyez, la notion de service est en train de se déplacer de service du transport à service de la personne mobile. Troisième aspect de ce changement paradigmatique dans l'offre de services, c'est la partie immobile de la mobilité qui devient l'un des points focaux de l'innovation. C'est tout simplement, en effet, toutes ces notions de station et de gare qui deviennent très intéressantes, mais là encore, il faut généraliser. Hein. Alors, soit on a les pôles multimodaux, comme on les appelle, c'est celui de la Défense à Paris, mais il y en a de plus en plus, ces grands endroits où vous avez des croisements de tous les modes et où passent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes par jour, mais vous avez les tout petits points de mobilité. Celui que j'aime le mieux, moi, c'est le banc. Le banc public, c'est la station de la marche. Je finirai dans quelques minutes en parlant de la marche. La station, le banc public est en train d'être un élément extrêmement important de la vie mobile, bien sûr. Hein. La vie mobile suppose des stations de la vie mobile et les bancs. Mais vous avez toutes sortes de stations. Je vais faire simplement un petit aparté pour la station Vélib. Parce que, revenons 30 secondes hein, sur les Vélib, Vélov et autres systèmes. L'innovation dans Vélib et Vélov, c'est pas le vélo, évidemment. C'est vrai qu'on voit bien le glissement. L'innovation, c'est pas le vélo. Si vous aviez pensé à un vélo innovant, habituellement, vous pensez à un vélo en fibre de carbone, très léger, très rapide et très puissant. Hein, le vélo de Vélib, il est ni rapide, ni puissant, ni léger. Donc, en un certain sens, c'est pas là. Enfin, il a d'autres qualités éventuellement. Il est robuste et encore. Hein, c'est ce qu'on peut lui demander. Mais donc, l'innovation n'est pas sur le vélo. L'innovation est sur la station. La grande partie innovante de Vélib, c'est tout le concept de l'offre, bien sûr, mais en termes d'objet, la station est l'élément le plus innovateur dans le concept. Hein. Vous voyez que l'innovation se déplace de la partie mobile vers la partie immobile, ou du moins ça se rééquilibre, et de plus en plus, tout ce qui est la partie d'interface avec la ville, d'ailleurs, est en train de devenir l'élément le plus innovant des systèmes de mobilité. Alors, oui, j'en profite pour mettre cette petite image. Ça, c'est le Bryant Park à Manhattan, parce que bon, il est joli, mais surtout, c'est une bonne illustration. Ce parc est très intéressant, parce que c'était le premier, il y a quelques années, qui est devenu wireless, qui était avec Wi-Fi. Non seulement, et puis récemment, ils ont dit, tiens, la publicité de ce parc, c'est non seulement vous avez Internet et vous avez des toilettes. Ah, c'est très bien ça. Donc, vous pouvez vous asseoir, boire, vous connecter, avoir des prises électriques et aller aux toilettes. Ah, c'est formidable.
Internet et les toilettes, ça rime, c'est bien. C'est ça les réquisites de base de la personne mobile. Donc la station de la personne mobile, c'est ça. Et c'est pas la gare. La vraie station de la personne mobile, c'est ce genre d'offres de services. Et il y en aura de plus en plus. C'est grâce à des endroits comme ça que la personne mobile peut mener une vie mobile à peu près confortable, travailler, prendre des rendez-vous, s'installer. On fait des réunions, bien entendu, dans les parcs. Le Bryant Park est un lieu de réunion, de travail éphémère pendant 1 heure ou 2, etc. Oui, donc le concept de station est en train de se réincorporer. Je n'ai pas mis l'image là, mais je me suis amusé à Paris à photographier une table de café, vous savez, les tables de bistrot. Il y a des tables de bistrot où on met des publicités, et puis l'une de ces publicités, c'est le café, une pause dans la vie mobile. Et donc le café lui-même, la terrasse de café, la table de café, est en train de s'incorporer dans la vie mobile. C'est d'ailleurs tout à fait banal. Le café est un élément de la vie mobile, c'est clair. La vie mobile est en train de réinterpréter l'ensemble des équipements. Alors maintenant, quelques mots pour presque finir sur les nouveaux procédés d'innovation. J'ai dit que ce qui changeait, c'était le but d'innovation, la diversité plutôt que l'idéal. Deuxièmement, les champs d'innovation, l'intelligence, l'immobile et le service plutôt que la puissance pure. Et troisième élément, ce qui change dans l'innovation, la manière d'innover n'a jamais été d'ailleurs, mais n'est encore moins que jamais, la création radicale, disons. Ce qui est assez étrange dans l'innovation transport, en tout cas, c'est qu'on assiste à un processus qui est plutôt de réinvention, de réinnovation, de recréation et de métissage, plutôt que de partir de rien. Bon, les exemples sont très nombreux, j'en prendrai que 1 ou 2. Ça, c'est le système inventé par les Brésiliens, qui sont, on peut dire par nature, les rois du métissage, par culture et par nature, plutôt. Et bien qu'ils ont inventé ce système assez intéressant qui s'est beaucoup développé dans le monde du transport, qui est un hybride entre le bus et le métro. Traditionnellement, à la RATP on en sait quelque chose, on a 2 grands modes au fond, le métro et le bus, qui ont des qualités et des problèmes opposés, complémentaires. Eh bien, les Brésiliens, qui n'avaient pas les moyens de se payer un métro, ont inventé un système. À un moment donné, les journalistes appelaient ça le Surface Subway. C'est rigolo comme mot, parce que c'est un paradoxe absolu. Et bien, voilà. Alors, c'est très intéressant. Ça a donné naissance à une nouvelle lignée de systèmes de transport, qu'on a appelé ensuite les BRT, les Bus Rapid Transit. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que désormais, on croise. C'est un croisement génétique de modes. Vous prenez des ingrédients de ce que c'est qu'un bus, des ingrédients de ce que c'est qu'un métro, et vous fabriquez un nouveau mode qui n'existe pas. Enfin, il n'existe pas. Il existe maintenant, qui n'est ni un bus ni un métro. Et ça est en train de se développer énormément parce que ça a des vertus à la fois de bus et de métro, tout en étant un mélange conceptuel. Ce n'est pas tellement de la technique, c'est un mélange conceptuel extrêmement intéressant. Bon, j'ai déjà parlé de ça, donc les mélanges de l'individuel et du public. Vélib, Autolib, etc. C'est des concepts qui sont obtenus par métissage des catégories. Vous métissez la catégorie collective et la catégorie individuelle, et vous avez des inventions imprévisibles. Tout ça nous amène à la réinvention d'automobiles, bien que je sois dans le transport public moi-même, je suis tout à fait persuadé que l'automobile est une magnifique invention et qu'elle n'est pas du tout terminée. On est en train de réinventer l'automobile, et la réinvention d'automobile, c'est en effet d'en faire un système de transport par semi-public, public, semi-public, métis. Oui, alors là, je dis un petit mot quand même aussi de ce système très simple, très bête, mais extrêmement génial au point de vue théorique, ce qu'on appelle le pédibus ou le walking bus en anglais. C'est un système pour amener les enfants à l'école. Je ne sais pas si vous en avez à Pau, s'il y en a à Pau. C'est un système très simple. Ça ressemble à une ligne de bus au sens où on amène les enfants à l'école à pied, mais le long d'un itinéraire qui est tracé sur une carte. Sur cet itinéraire, il y a des arrêts auxquels les enfants attendent le pédibus. Il y a l'horaire du pédibus qui est affiché. Et il y a un conducteur, qui est en général un parent d'élève, qui conduit cette colonne d'enfants qui marche. Vous voyez, il y a donc les 4 ingrédients du concept de ligne de bus, il ne manque que le véhicule. Et ça marche très bien d'abord parce que ça fait marcher les enfants, ce qui est bon pour leur santé, ça coûte pas cher évidemment, donc ça se développe bien. Surtout, ça donne l'idée de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concevoir un mode. On peut concevoir un mode en mode software. Et surtout, ça a donné l'idée, en tout cas ça m'a donné à moi l'idée que la marche à pied revient dans le système de transport urbain. Ça, c'est la vertu d'Internet, on trouve les images. Bon, la marche revient à l'agenda. Ça fait déjà quelques années. Et simplement, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'innovation à partir de l'ancien. La marche, il ne s'agit pas de la considérer comme un système un peu archaïque ou comme un système éternel, comme une nature humaine. La marche
est un système, est un mode de déplacement qui a un caractère culturel comme tout le reste, et la marche est à réinventer. Et en effet, on ne marche pas au 19e siècle comme au 18e siècle, on ne marche pas au Japon comme on marche en Chine, et la marche a cette dimension culturelle et technique. Il y a des techniques de la marche, en un certain sens, et des outils de la marche, et la marche fait partie des grandes innovations à venir. Surtout parce que quand on veut inventer la marche du 20e siècle, du 21e siècle, innover dans la marche, innover dans un écosystème, pour reprendre ce terme-là, extrêmement large. C'est inventer les valises à roulettes, grande invention récente de la mobilité. C'est inventer le sac à dos, c'est inventer les bancs publics, c'est inventer les chaussures nouvelles. Vous voyez, c'est tout cet écosystème-là, et c'est cet écosystème-là qui est très intéressant dans la marche. C'est voir la marche au cœur de la mobilité et non pas comme une partie à côté du transport et de la mobilité. La nouvelle mobilité urbaine, c'est la mobilité centrée sur le corps mobile, sur le piéton, au sens large, le piéton augmenté, le marcheur augmenté. C'est remettre le corps mobile au cœur de la mobilité. C'est ça qui va devenir un des grands enjeux d'innovation. Je dis parfois que le mode de transport de demain, c'est le corps humain. C'est le corps humain élargi. Je vais finir, si Ludovic me permet de dépasser de 35 secondes, je vais finir en disant quand même que l'un des grands métissages à venir, c'est quand même le métissage du virtuel et du physique. Le métissage du numérique et du matériel. On en a déjà pas mal d'exemples, mais je crois que c'est ça encore le grand champ d'innovation qui n'a pas encore donné tous ses fruits. Que seront les formes de transport et de mobilité qui seront à la fois physiques et virtuelles, non pas par superposition, mais par mélange. Et je finirai par cette petite image, simplement. Je me suis posé la question de savoir, au-delà des métaphores, disons, ou du concept, y a-t-il des exemples convaincants de mobilité qui seraient à la fois très réels et très virtuels? Mais comme il m'était arrivé un jour de jouer dans un hôtel, d'ailleurs, au tennis en Wii, je me suis dit que c'était un exemple au moins pertinent, parce que vous jouez au tennis en Wii, vous transpirez réellement, et la transpiration est un assez bon indicateur de mobilité physique, et en même temps, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de balle. Et donc, on commence à avoir des exemples assez convaincants de ce que pourraient être à l'avenir des croisements génétiques étroits et intimes de physique et du virtuel. Et je pense que dans la mobilité, c'est ça qui s'ouvre devant nous comme un champ d'innovation. Merci de votre attention.